Alors, Madame la députée Oconi devait venir ce matin. Elle devait, mais là aussi pour des problèmes d'agenda parlementaire et de votes importants qui ont lieu et de débats et de votes importants qui ont lieu à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas pu venir. Elle nous a envoyé une vidéo. J'espère qu'on va pouvoir vous la projeter tout de suite. Si jamais on n'y arrive pas, on le fera en début d'après-midi. Non, ça va être difficile. Parce qu'on a eu un souci d'adaptation au niveau informatique. Mais si ça ne vous dérange pas, on le fera un peu plus tard. En tout cas, elle voulait dire dans cette vidéo, et que vous écouterez tout à l'heure, à quel point elle était parmi nous, à quel point elle nous soutenait, à quel point elle soutenait beaucoup de nos combats. Mie Koimama pourra en parler parce qu'elle nous a beaucoup soutenus par rapport à, par exemple, justement ce dont on vient de parler, l'amnésie traumatique, la reconnaissance de l'amnésie traumatique comme obstacle insurmontable pour suspendre la prescription. Vous savez qu'on est pour l'imprescriptibilité et que d'autant plus, vu les traumas, le temps qu'il faut pour les victimes pour pouvoir porter plainte et les amnésies traumatiques qui les empêche totalement de pouvoir porter plainte pendant des années, des dizaines d'années, des vingtaines d'années, parfois 30 ans, 40 ans. Et on va le voir, on aura des témoignages cet après-midi qui montrent la cruauté de cette prescription. Donc elle nous a soutenus pour ça. Là, elle soutient la loi pour améliorer la protection des femmes victimes de violences, pour éviter les féminicides. Vous savez qu'on est à 117 femmes qui ont été tuées tuées et assassinées depuis le début de l'année. Donc, elle a fait une vidéo que j'espère on pourra vous présenter tout à l'heure. Donc, mais on va le faire tout à l'heure parce que je pense que c'est mieux de faire comme ça. Je voulais aussi vous parler, avant de commencer le bilan, une petite revue du bilan de l'association depuis 10 ans. Et puis ensuite, écouter Adélaïde Bon nous faire la lecture de son livre « La petite fille sur la banquise ». Je voulais vous dire que nous avons aussi aujourd'hui le soutien du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, que je connais bien, avec qui on travaille. Et avec qui on travaille dans le cadre de la chaire internationale de lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles en situation de conflit, mais qui s'élargit aussi à toutes les violences sexuelles, quelles qu'elles soient, même en dehors des situations de conflit, parce qu'il y a un continuum de violence, vous le savez. Et du coup, on a son soutien. L'association fait partie du comité scientifique de cette chaire qui va faire un congrès et elle vous sera présentée par la présidente de cette chaire qui s'appelle Véronique de Keyser de Belgique, qui va venir demain pour nous la présenter. Et je voulais dire que aussi il aurait aimé être là, mais il est de par le monde, vous savez, si vous suivez. Il s'est vraiment très prononcé pour la lutte contre les violences et la protection des victimes de viols et d'agressions sexuelles, de toutes les violences sexuelles. Et il a demandé, vous savez, à l'ONU, la mise en place d'un fonds international pour soutenir les victimes de violences sexuelles. Donc c'est un des premiers qui a mis en place une prise en charge holistique, on va en parler aussi demain, ça veut dire pluridisciplinaire. Vous savez que je me bats pour cette prise en charge, pour cette formation, et il nous soutient totalement. Et on a une étroite collaboration avec l'hôpital Panzi, dans lequel il travaille. Je voulais juste rappeler que c'est quelqu'un qui et d'un engagement extraordinaire, qui au niveau humain est exceptionnel et qui a quand même failli laisser sa vie puisqu'il a subi une tentative d'assassinat avec son majordome qui a été tué au moment de cette tentative d'assassinat et qui continue malgré tout. Donc ça montre aussi la détermination et l'engagement des personnes qui se battent pour que cessent ces violences et surtout, et nous ça va être aussi notre propos tout au long de ces 2 jours, cesse le déni,
cesse la culture du viol qui en fait retourne complètement le monde à l'envers et culpabilise les victimes et dédouane les agresseurs, et puis cette impunité complètement inconcevable et scandaleuse. Donc voilà, donc il est en pensée avec nous, il me l'a dit, donc il vous salue, et je pense qu'on peut l'applaudir aussi pour toute son action. Voilà, merci pour lui. Le premier congrès de la chaire internationale Denis Mukwege aura lieu le 13, 14 et 15 novembre à Liège. Et donc, j'y serai, j'interviendrai dans le cadre de ce congrès pour porter la voix, là aussi, des victimes et pour vraiment faire partager aussi toutes les connaissances qu'on a accumulées et qui permettent de prendre conscience et de reconnaître beaucoup plus ce que vivent les victimes et l'impact que ça a sur leur santé et sur leur vie. Alors maintenant, je voulais vous présenter un bilan, et pour cela, je vais faire venir les membres du bureau. Donc Jean-Pierre est là, Judith Trincard, Sorna Fall, et puis Laure Salmona, ma fille, qui a travaillé avec nous et qui a été chargée de mission et qui a beaucoup, elle nous le dira, travaillé pour en fait le rapport, vous savez, et l'enquête, la grande enquête qu'on avait faite en 2015, impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte. Voilà, donc on va faire un petit bilan qu'on va passer en revue, qui va permettre un peu de voir ce qu'on a essayé de faire. La mise en place, ce que je voulais dire, c'est que la mise en place de cette association a permis de vraiment démultiplier nos actions, a permis de mieux penser aussi ce qu'on pouvait faire et surtout, on va le voir et on va en parler, a permis aussi de développer un site d'information que vous connaissez, mémoiretraumatique.org, pour donner et diffuser le maximum d'éléments, d'informations, de connaissances sur les traumas et sur la réalité des violences sexuelles. En fait, on va le voir, la plupart de nos campagnes se sont nommées Stop au déni, et c'est vraiment essayer de faire la pause à ce déni pour sortir non seulement du silence, bien entendu, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, remettre les choses à l'endroit, dire ce qui se passe, dire les conséquences, comprendre les mécanismes, faire en sorte que les psychotraumatismes soient reconnus. Et vous savez combien même la route reste longue, même si on a quand même avancé sur le fait que les gens connaissent plus quand même tout ce qui est de l'ordre de la sidération, de la mémoire traumatique, de la dissociation traumatique, des conduites de survie, des stratégies de survie, des conduites dissociantes. On va le voir aussi avec la lecture d'Adélaïde Bon, à quel point ça change la donne de savoir ça, d'avoir ces connaissances-là, et de pouvoir aussi faire des plaidoyers, de monter au créneau au niveau des pouvoirs publics, d'agir, et d'avoir, surtout sur le plan associatif, aussi tout votre soutien. Le soutien non seulement des adhérentes et des adhérents que je salue et que je remercie pour nous suivre, nous soutenir tout au long de ces années, mais aussi de tous ceux qui viennent voir le site, tous ceux qui y réagissent, diffusent ces informations. Et on va le voir, on va revenir sur l'impact des réseaux sociaux, d'Internet et des réseaux sociaux, où effectivement ça peut être un lieu violent, tous ces lieux-là, mais où fondamentalement c'est beaucoup plus aussi un lieu qui permet le partage d'informations et qui a été un formidable porte-voix
aussi pour les victimes et toutes les personnes qui soutiennent les victimes et qui se battent pour elles. Donc on a pu, grâce à ces sites, à ces blogs, à ces campagnes, se faire entendre. On a pu auditionner, on a pu agir et on a pu aussi faire d'immenses et belles rencontres, que ce soit au niveau associatif, militant, personnes engagées. On a pu avoir des soutiens très importants et là aussi je remercie toutes les personnes qui nous ont soutenus financièrement, puisque nous sommes complètement indépendants. Ça nous permet vraiment d'avoir une liberté de parole totale et donc vraiment remercier nos donateurs qui vraiment permettent tout ce qu'on peut faire comme aujourd'hui. Et puis c'est aussi les formations, c'est aussi tout ça qui permet à l'association de vivre. Alors, donc je voulais vous présenter... Oui ? Oui, d'accord. Je voulais donc vous représenter le bureau avec la vice-présidente, donc Sorna Fall, avec qui, vous allez voir, on a élaboré beaucoup de choses, des formations dont tu parleras, Sorna. La secrétaire générale, Judith Trincard. Sorna Fall, nous nous sommes rencontrés lors de formations, lors de conférences, d'un colloque, je crois. Judith, c'était vraiment par rapport à ses premiers travaux sur tout ce qui concernait la décorporalisation dans les situations prostitutionnelles, où on s'est retrouvés et on s'est dit non mais c'est pas croyable, on parle de la même chose et on était un peu seuls chacune dans notre coin et du coup on s'est rencontrés et Judith a fait un travail remarquable justement pour vraiment permettre à la loi de 2016 d'être votée et ça a été quand même un lourd combat, tu en parleras, et puis pour permettre de reconnaître les situations prostitutionnelles comme une violence faite aux personnes en situation de prostitution. Et puis là, elle va vous présenter aussi les derniers projets qui sont en train de s'élaborer sur les prises en charge de personnes demandeuses d'asile, migrantes. Voilà. Donc, je vais vous présenter aussi Laure Salmena, qui du coup qui depuis la naissance de l'association et même bien avant, m'a toujours épaulée, toujours conseillée, toujours aidée, a été toujours d'un excellent conseil. C'est elle qui m'a lancée aussi sur les réseaux sociaux, qui a vraiment pensé avec nous et avec Jean-Pierre le site, qui a pensé les premières campagnes dont on va parler là aussi, qui nous a toujours trouvé les bonnes personnes pour vraiment faire au mieux, qui a fait un énorme travail par rapport à l'impact, à l'enquête impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte, qui a été quand même, qui a eu beaucoup de retentissement et qui a écrit le rapport, qui a vraiment travaillé énormément. Ça a été vraiment lourd, qui a fait un rapport que je vous conseille de lire et vous pouvez avoir accès à la synthèse de ce rapport, qui a aussi travaillé sur la première enquête sur les représentations des Français et des Françaises sur la sexualité. Et qui continue à nous aider, même si malheureusement elle peut plus vraiment travailler pour nous, bien entendu, parce qu'elle a son propre parcours professionnel, mais qui est toujours là. Donc vraiment, je voulais la remercier parce que ça a été un bonheur de travailler. Je voulais dire à quel point. Voilà, nous sommes 5. Je vais présenter ensuite Jean-Pierre. Mais à quel point travailler ensemble, ça a toujours été un bonheur. Et à quel point on est sur la même ligne, on avance ensemble. Et chacun a son espace de fonctionnement et ça marche à merveille. Alors maintenant, je voulais vous présenter Jean-Pierre. Oui, tu vas être gêné. Voilà, alors
qui a toujours été à mes côtés, qui m'a toujours soutenue, qui a fait un travail remarquable pour tout ce qui est organisation de l'association, mise en place du site, maintenance du site, et puis surtout la conception et la mise en information, qui est trésorier aussi de l'association, et qui est aussi extrêmement engagé. Et je voulais, donc il va vous parler du site, mais je voulais aussi vous parler de mes deux autres enfants, Maud Salmona et Rémi Salmona, qui me soutiennent aussi énormément, qui sont toujours là. Et voilà, donc c'est une entreprise amicale, familiale, et on est aussi, et je voulais, bien entendu, et ça je le ferai aussi à fur et à mesure, montrer à quel point on a eu des partenariats avec une fidélité à toute épreuve et vraiment des échanges fructueux avec beaucoup d'associations et de militants. Voilà, je vais passer la parole à Jean-Pierre. Merci beaucoup. Voilà, alors donc je suis le trésorier webmaster de l'association. Donc le rôle de trésorier n'est pas très intéressant. Enfin, ceux qui viennent à l'Assemblée Générale savent à peu près ce que je fais. Pour le site internet, je voulais vous rappeler le design de l'ancien site. Malheureusement, comme on est obligé de passer les diapos depuis mon téléphone, je ne pourrais pas naviguer comme je voulais dans l'ancien site. Mais enfin, il avait une graphie. Voilà, ça c'était la page d'accueil. Hein. Donc on était obligé de mettre les trucs un peu en hauteur, enfin là tout ne passe pas. On avait des menus sur la gauche qu'on pouvait cliquer, et puis on tombait sur des pages où il y avait des onglets. Alors ceux qui ont connu le site savent que les onglets devenaient extrêmement nombreux. Enfin, la navigation dans ce site devenait un peu compliquée. Il nous a servi quand même très bien, avec un graphisme qu'on avait bien aimé au début. De 2009, donc fondation du site, à 2016. Puis en 2016, notamment sous l'impulsion de Laure, on a compris qu'il fallait changer un peu de présentation du système. Donc on a demandé un design qui ne soit pas une rupture complète avec l'ancien site à un prestataire de service qui nous a donc fait ce site. Alors, voilà, donc maintenant, ça c'est la version téléphone du site. Donc il nous a fait un site notamment qui a l'intérêt de bien s'adapter indifféremment sur les écrans d'ordinateur, sur les tablettes et sur les téléphones, avec une présentation un petit peu différente. Donc le site a un carrousel. Le carrousel, c'est l'image qui apparaît en premier. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez cliquer sur la flèche à droite. Vous pouvez... Voilà, les 10 dernières, donc c'est moi qui décide ce qui est en carrousel, ce qui apparaît en premier, et les 10 derniers carousels peuvent apparaître en les faisant défiler. Vous voyez que le précédent, c'était l'annonce du... pardon, j'ai fait une bêtise. C'est vraiment très pénible. On va essayer de faire défiler ça. Voilà, ça c'était l'annonce du colloque. Donc l'actuel, c'est le sondage Ipsos dont Muriel va vous parler. Et puis la navigation donc dans le site, donc avec à chaque fois des menus. Et alors sur la page d'accueil, ce qui est relativement bien, c'est que vous avez beaucoup d'accès en dessous du carrousel. Vous avez les tribunes, donc la dernière tribune. Là, c'était le bilan de la loi Chapin 1 an après. Dessous, donc, on poste les actualités du site. Donc, sur l'ordinateur, vous voyez les 3 dernières actualités. Les actualités, voilà, ça peut se confondre avec, ça peut être la même chose que ce qu'il y a sur le carrousel, mais souvent, j'essaie de laisser des actualités différentes. Et puis, vous avez en bas les vidéos. Et puis, vous avez la possibilité depuis là, vous avez les dernières vidéos
et vous avez la possibilité d'accéder à toutes les vidéos, à partir des dernières vidéos. Hein, il y en a pas mal. Et puis, ce qui est important, c'est que vous avez directement un accès à tous les articles de Muriel, hein, et donc à Twitter, et de Sorna, de Judith aussi, et vous avez les documents à télécharger, voilà. Alors, il faut cliquer. Et alors ça permet quand même de télécharger pas mal de documents. Alors les personnes, je reçois des mails de personnes qui ne trouvent pas forcément facilement, c'est pour ça que je vous montre. Donc de là, vous pouvez aller aux articles, hein, de Muriel ou aux autres articles. Hein. Et puis vous avez les documents à télécharger, ils sont dans des tiroirs. Il suffit d'ouvrir le tiroir, par exemple, pour avoir les documents qui composent ce tiroir. Donc, c'est une architecture en fait qui paraît complexe comme ça, mais c'est un système. Alors pour ceux qui connaissent un peu, c'est du CMS, enfin c'est un système Modix qui permet de mettre dans le site pas mal de choses avec un langage assez simplifié. Hein. De temps en temps, si on veut placer une image au bon endroit, on est obligé d'écrire un peu de HTML, mais c'est pas insurmontable et ça peut se faire assez rapidement. Et puis quand on a un souci, on a quand même pas vraiment une hotline, mais une ligne tiède, je dirais, qui permet quand même d'avoir un conseil de la part de notre prestataire de service. Voilà. Donc le site, il est assez pratique. Normalement, il est assez rapide si vous avez des lenteurs. Maintenant, si vous voyez des bugs, des choses anormales sur le site, il ne faut pas hésiter à l'écrire à mémoiretraumatique.org. Et je pense qu'il répond depuis 2016 assez bien à nos besoins. Bien sûr, il est devenu extrêmement important puisque je ne vous ai pas montré le cœur du site en fait. Le cœur du site, c'est les menus. Hein. Alors, les menus sont là. Par exemple, vous avez publications et outils. Donc là, par exemple, vous avez les articles de Muriel, d'autres articles, les articles en anglais. Hein. Autre article, il doit y avoir les articles de Judith et de Sorna, normalement. Voilà, causalité circulaire. Il y a un article que j'adore et dont je vous recommande la lecture. Hein. Ça s'appelle L'éternel détournement de Dolores Haas, de Sorna. Je trouve cet article extraordinaire. C'est un résumé saisissant du livre Lolita de Nabokov. Voilà. Et vraiment, il n'est pas assez diffusé, pas assez connu, parce que c'est vraiment c'est un peu différent d'autres articles que vous pouvez lire sur le site. Et moi, j'ai un attachement particulier pour cet article. Voilà. Bon, sinon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et je vais repasser la parole à Muriel. Si tu peux me repasser les mots. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais, si on arrive à avoir le diaporama, le diaporama de présentation du site, celui qu'on avait tout à l'heure. Ouais. Voilà. Et comme ça, je vais un petit peu vous présenter les différentes étapes, mais vraiment de façon assez synthétique, et les différentes campagnes qu'on a pu lancer ces dernières années, où vous avez peut-être remarqué, on essaye de lancer une campagne dans l'ensemble chaque année. Toujours sur le thème, vraiment, on reste sur le thème de Stop au déni, mais on a lancé du coup des campagnes sur, là, bien entendu, on en a parlé tout à l'heure, l'imprescriptibilité, l'impunité, sur la lutte contre la culture du déni et la culture du viol. On a lancé des campagnes aussi sur les violences faites aux enfants. Et donc, on essaie comme ça, à chaque fois, de lancer aussi des manifestes, hein, avec des pétitions à signer. On essaye d'avancer sur ce registre pour à chaque fois être force de proposition. Et puis aussi tout ce qu'on a pu essayer de mettre en place avec des partenariats riches de formation, des brochures.
vous avez pu avoir, et des plaquettes, et pas mal d'outils qu'on essaye de créer, donc, dont certains là qu'on vous présentera pour les différents projets, derniers projets demain, dans tout ce qui est un peu structure innovante. Alors le cœur quand même de l'association, ça a été vraiment d'améliorer la prise en charge des victimes de violences, d'améliorer la reconnaissance de l'impact sur leur santé, la reconnaissance du psychotrauma. Vous le savez, encore actuellement, toujours en 2019, et on a l'impression de se répéter, c'est déprimant au possible. Les professionnels du soin ne sont toujours pas formés en initiale aux troubles psychotraumatiques. Sur le plan international, on sait que 70% maintenant, avant c'était 60%, mais là maintenant c'est évalué à 70% de la psychiatrie, c'est du psychotrauma, ce sont des conséquences de violence. Et les psychiatres ne sont toujours pas formés dans le cadre de leur formation au psychotrauma, les médecins ne sont pas formés, les psychologues sont très mal formés, et ça, c'est vraiment un verrou très important. D'autant plus que quand on interroge les personnes qui ont été victimes de violences, qui vivent bien les conséquences sur leur santé, les médecins, les psychiatres, les psychothérapeutes, les psychologues sont des ressources importantes pour eux, essentielles. C'est pour ces personnes-là des galères pas possibles. Dans notre première étude, dans l'ensemble, les personnes mettaient 13 ans avant de pouvoir trouver une prise en charge à peu près correcte et spécialisée. Dans la deuxième étude qu'on vient de sortir avec Ipsos, c'est plus de 10 ans aussi, ça reste toujours plus de 10 ans. Avec beaucoup de galères, on aura des témoignages, beaucoup de difficultés. Souvent, on a plein de témoignages où c'est 10, 20, 30, 40 professionnels qui ont été consultés avant de trouver quelqu'un qui enfin entend et fait les liens. On a vu d'ailleurs dans la dernière enquête que je crois que c'est plus de 70% des professionnels de santé ne font pas le lien entre les symptômes qu'ils n'identifient pas comme des psychotraumatismes et les violences qui ont été subies. Donc, et que malgré tout le travail qu'on a fait, malgré toutes les connaissances qui ont été accumulées au niveau international, malgré toute la diffusion de ces connaissances, avec des articles continuels, des recherches continuelles qui sortent, c'est-à-dire que personne ne peut mettre en doute la réalité des psychotraumatismes et la gravité de ces psychotraumatismes. On sait qu'avoir subi des traumas dans l'enfance, si on a subi plusieurs formes de violence, ça peut être le premier facteur de risque de mort précoce, le premier facteur de risque de suicide, le premier facteur de risque de dépression à répétition, le premier facteur de risque de troubles anxieux, de troubles psychotraumatiques, bien entendu, mais aussi le premier facteur de risque de troubles alimentaires, d'obésité, le premier facteur de risque de conduite addictive, le premier facteur de risque de subir à nouveau des violences, premier facteur de risque aussi d'en commettre, mais aussi des risques au niveau des troubles cardiovasculaires, pulmonaires, gynécologiques, gastro-entérologiques, des douleurs chroniques, enfin, je veux dire, voilà. Enfin, je veux dire que c'est un problème de santé publique majeur que personne ne met en doute, que l'OMS reconnaît, mais ce n'est pas suivi des faits. Or, il y a eu une énorme enquête ILIS avec une revue internationale qui montre que la plupart de toutes les conséquences sont liées au psychotraumatisme et que traiter les psychotraumatismes, protéger d'abord les victimes et traiter les psychotraumatismes, ça permettrait d'éviter la majeure partie de ces conséquences. Donc, ne pas faire une offre de soins à la hauteur de ce besoin et de ne pas respecter les droits des personnes à pouvoir être soignées, de ne pas former les professionnels de la santé, ça va générer, et ça génère, une perte de chance épouvantable pour ces victimes, et ça, c'est absolument scandaleux. Tellement scandaleux que d'ailleurs, on peut vraiment demander des comptes à l'État
Et ça peut rentrer pour les enfants, par exemple, victimes de violences sexuelles, on en reparlera demain, mais ça peut rentrer dans le cadre du tribunal pénal international. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des enfants, par exemple, sont victimes de violences sexuelles, qu'ils ne sont pas identifiés, qu'ils ne sont pas protégés de façon systématique, qu'ils n'ont pas accès à la justice de façon quasi systématique, hein, vous le savez à quel point il y a une impunité totale. On rappellera les chiffres par rapport à, ne serait-ce que très rapidement, mais sur le très peu de plaintes qu'il peut y avoir. Vous savez qu'il y a 74% de plaintes sans suite. Sur ce qui reste, la moitié de déqualification. Et ensuite, c'est autour de 10% seulement qui aboutissent à des jugements. Donc, l'impunité totale. Eh bien, on peut porter plainte contre l'État pour complicité de torture, pour torture. Voilà. Donc, on peut faire une plainte collective, et ça peut être un de nos futurs projets pour essayer de mobiliser les choses, parce que là, au Grenelle, merci. Merci beaucoup. Alors, j'en profite pour vous dire que l'article de Ulysse, qui est très important, on l'a traduit en français et il est consultable, lisible en entier sur le site internet, sur Mémoire Traumatique. Ouais. On a essayé de traduire, enfin merci Jean-Pierre, merci aussi à nos traducteurs. On a essayé de traduire pas mal d'articles princeps, enfin vraiment de fondamentaux, justement pour tout ce qui concerne cette problématique. Ces traductions-là, je les donne quand je fais mes plaidoyers auprès des pouvoirs publics, je les donne à chaque fois. C'est-à-dire que, par exemple, ne serait-ce qu'un petit exemple, Adrien Taquet, ça fait la 3e fois que je lui donne tous ces documents. Parce que la première fois, je lui ai donné aussitôt qu'il a été nommé, mais il les a perdus. Je les avais quand même donnés en main propre, parce que je fais attention quand même. Donc, je publie, j'imprime tout. J'imprime. Donc, je donne tous les documents et je les transmets aussi par mail en PDF. Je ne sais pas si vous imaginez. Mais ça a été perdu. Donc, il a fallu que je les renvoie un soir à 10h du soir. Ils m'ont demandé de les renvoyer. Je les ai renvoyés. Et là, je suis de nouveau auditionnée avec le Grenelle, etc. Et je les ai encore redonnés, tous ces documents. Alors, bien entendu, auparavant, je les avais donnés je ne sais combien de fois aussi à Laurence Rossignol. J'ai bien entendu donné à Marlène Schiappa, bien entendu à Agnès de Buzyn, bien entendu, enfin, et puis différents gouvernements. Voilà, donc ces documents, ils les ont en main. Voilà, ils les ont. C'est des documents, je veux dire, ça ne fait pas un pli, c'est-à-dire que c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et on est face à un déni qui est je ne sais pas comment on peut dire, qui est massif à un point absolument inconcevable. Et on a quand même obtenu une reconnaissance avec, par exemple, Laurence Rossignol, dans le cadre des plans de lutte contre les violences faites aux femmes et le premier plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Vous savez qu'il a fallu attendre mars 2017 pour avoir le premier plan de lutte contre les violences faites aux enfants, alors que les violences faites aux enfants, c'est vraiment c'est le point de départ. C'est-à-dire que le facteur de risque de subir des violences tout au long de sa vie, le premier facteur de risque, c'est d'avoir subi des violences dans l'enfance. Que, par exemple, pour une femme, avoir subi des violences physiques et sexuelles dans l'enfance, ça multiplie par 16 le risque de subir des violences conjugales, des violences sexuelles à l'âge adulte. Que pour un homme, avoir subi des violences sexuelles et physiques dans l'enfance, ça peut multiplier jusqu'à 14 le risque de commettre des violences conjugales et des violences sexuelles. Donc, je veux dire, prendre en charge les enfants, c'est essentiel. Il a fallu attendre 2017 pour que ce soit pris en compte. Les troubles psychotraumatiques, ils ont été reconnus dans le 4e et le 5e plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Ils ont été reconnus, et merci Laurence Rossignol, dans le premier plan. Des référents ont été formés pour les femmes. Donc, on les a formés. Je rappelle qu'on les forme bénévolement au ministère de la Santé. Ça ne leur coûte rien.
Non, mais je veux dire, vous savez, le budget constant, là, le budget dont on parle. Et normalement, on devait former des référents pour les enfants, donc des référents dans chaque hôpital pour prendre en charge les enfants. Eh bien, ça, c'était donc début mars 2017. Et bien, ça, c'est passé à la trappe. Et là, apparemment, d'après ce que j'ai compris, dans les échanges que j'ai eus avec l'équipe d'Adrien Taquet, ça continuera à rester à la trappe. Donc il va falloir qu'on monte au créneau. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est que ce que pense Agnès Buzyn, c'est que ça va faire trop de référents et que ça va compliquer les choses. Donc finalement, on va garder les référents qui ont déjà été formés, gratuitement, parce que je veux dire, ça va être compliqué de former d'autres personnes. Et du coup, ils vont s'occuper aussi des enfants, les référents pour les femmes adultes. Voilà. Donc on en est là. Donc je pense qu'il va falloir, on va avoir besoin aussi de vous pour vraiment réclamer ce qui a été inscrit dans la loi avec le premier plan de lutte. Donc on attend, mais bon, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'espoir là-dessus. Et c'est vrai que bon, j'ai une petite, j'ai la communication mais je crois que même que je vais la retrouver. J'ai la communication d'Adrien Taquet, mais qui parle. Alors c'est pareil, l'inceste, vous savez, c'était enfin pris en compte aussi dans le premier plan, avec le fait qu'il y ait beaucoup plus d'études, de prise en compte, de sa spécificité aussi, et de mettre en place des mesures pour lutter contre cette réalité. Et là aussi, ça se dilue. Et on parle de donner des outils aux enfants pour mieux se défendre. Voilà, donc ça c'est assez désespérant. Vous savez, c'est comme si c'était aux enfants d'organiser leur défense. Déjà, ils survivent seuls, dans l'immense majorité, ils survivent seuls aux violences. Là, dans la dernière enquête qu'on va vous dire, ils sont 8% seulement à avoir été protégés quand ils ont parlé. Dans 9 cas sur 10, quand ils parlent, il ne se passe rien. Et il faudrait qu'ils organisent mieux leur défense, qu'ils sachent mieux dire non, comme si c'était le problème. Enfin, c'est toujours, vous savez, c'est toujours ce problème vu à l'envers, sur le fait que c'est aux adultes de défendre les enfants, de les protéger, que c'est un impératif total, que c'est un des droits et un des méta-besoins fondamentaux de l'enfant, le méta-besoin de sécurité. Et donc, bon, j'ai pas énormément d'espoir, mais on va continuer à monter au créneau. Et je pense qu'on aura quand même quelques mesures qui seront intéressantes qu'on obtiendra. Donc, ça, on vous tiendra au courant. Donc, voilà. Donc, nous, notre propos, et ça avait démarré aussi avec notre rencontre au tout début avec Judith, c'était de faire comprendre, de faire donner des outils pour que les personnes comprennent ce qui leur arrivait et que les conséquences psychotraumatiques telles que la sidération, la dissociation, telles que les conduites d'évitement, les stratégies de survie, les conduites dissociantes, conduites de mise en danger, à risque, etc. C'était des conséquences universelles et normales. Universel, c'était un mot très important parce que c'était pas lié aux victimes, parce que dans l'ensemble, vous savez, on va toujours reprocher aux victimes de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de ne pas s'être défendu comme il fallait, de ne pas réagir comme il faut, de ne pas se conduire comme il faut. Vous savez, c'était les phrases assassines que vous avez vues défiler tout à l'heure, de ne pas se tourner la page, de ne pas se remettre, de ne pas avoir l'air ou avoir l'air trop d'eux, enfin, etc., etc., etc. Et de pouvoir enfin permettre à tout le monde de voir que tout ça, ce sont des réactions normales. Il est normal d'être paralysé face à la violence, il est normal d'être dissocié, d'être déconnecté émotionnellement totalement. C'est encore ce que j'ai rappelé avec, par exemple, l'attentat à la préfecture. D'ailleurs, j'ai une des victimes de cet attentat survivante qui a l'air complètement déconnectée, complètement anesthésiée. Et donc tout le monde pense que finalement, elle va bien, tant mieux.
Sauf que, en fait, c'est un état de choc. Et en fait, elle va très mal. Donc, il faut encore et encore et encore expliquer tous ces éléments, tout ce qui se passe dans le cerveau. Donc, les choses passent avec le travail qu'on a fait avec la mission interministérielle de protection des femmes victimes de violences. On a fait, et on vous la passera aussitôt qu'on y arrivera, on a fait une vidéo sur les mécanismes, donc qui est utilisable dans les formations, qui dure 14 minutes, qui explique sidération, dissociation. On a fait des outils. Vous avez vu que quand même les médias, et Jean-Pierre en parlera demain de l'importance des médias, quand même partagent de plus en plus quand même ces informations. Dans l'enquête, la deuxième enquête qu'on a faite sur les représentations des Français sur les violences sexuelles et sexistes, quand on leur pose des questions sur sidération, dissociation, ben les gens ils commencent à comprendre de quoi il s'agit et à dire oui c'est normal. Sauf qu'à côté de ça, ils continuent à être contaminés par les pires stéréotypes, les pires idées fausses, la pire culture du viol qui soit. Et ils sont quand même encore 37% à considérer qu'il est habituel qu'une victime mente quand elle dénonce un viol. Et puis, vous savez, c'est le quart des personnes qui considèrent que de 25 à 40% suivant les cas, si elle est habillée comme ceci, si elle ne s'est pas défendue, c'est de sa faute. Et ça diminue la responsabilité de l'agresseur. Donc, en fait, ce qu'il faut qu'on voit, et c'est là-dessus que nous, on a un énorme boulot à faire toutes et tous, c'est que par rapport à ces idées de propagande du système agresseur, qui sont des idées qui s'apparentent vraiment au racisme, qui sont des idées sexistes, qui sont des idées qui mettent en cause les victimes et qui cherchent à les dénigrer, à les culpabiliser, à les casser, ces idées sont tellement implantées que du coup, elles sont présentes continuellement et elles ressortent tout le temps. Et elles ont une force impressionnante. Et qu'il y a une dissonance cognitive, en quelque sorte, où elles peuvent coexister avec leur contraire. Et que le seul moyen, c'est de renforcer la vérité, c'est de renforcer. Donc c'est de continuer, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de continuer à répéter, et de répéter auprès des policiers, des gendarmes, de répéter auprès des magistrats, de répéter auprès de tous les professionnels qui prennent en charge les victimes, mais de répéter au grand public aussi, et c'est là où on a besoin des médias, de répéter aux responsables politiques pour que tout le monde puisse vraiment remettre les choses à l'endroit. Donc ça, c'est un énorme boulot qu'on essaye de faire et que le site essaye de faire. Et on va voir les chiffres sur le site. Ouais, c'est bien. Donc tout ça, on va le voir. Alors, là, tu peux passer les diapos. Ça va être un peu... Voilà. Bon, ah mais non, c'est pas celui-là, c'est pas ce diapo. C'est diapo à cause des victimes. C'est pas le bon diapo. Alors, ce que je vais faire en attendant que Jean-Pierre trouve c'est un peu compliqué sans ordinateur. Je vais passer la parole, si tu es d'accord, à Judith, juste pour qu'elle dise un petit peu comment ça a commencé et le travail qui a été fait sur justement tout ce qui est notion de décorporalisation, le fait que, d'ailleurs, c'est assez... vous savez, nul n'est prophète dans son pays. C'est en Belgique qu'on a été beaucoup entendu au début. Et en Allemagne, on est pas mal entendu, mais malheureusement, il commence à remettre en question toute la situation face à la prostitution en Allemagne. Donc, je passe la parole à Judith. Je parle de la loi du 13 avril. Oui, donc je remercie grandement Muriel aujourd'hui. J'en profite pour la remercier, puisque c'est 10 ans de l'association et qu'effectivement, on a dû se rencontrer un petit peu avant la création de Mémoire traumatique et victimologie. Ça devait être en 2008 et c'était par le biais d'une amie qui lui dit qu'elle me connaissait. C'était au sujet de cette fameuse thèse sur la décorporalisation dans la situation de prostitution. Et du coup, elle m'a proposé de devenir secrétaire générale de Mémoire Trauma. Et je t'en remercie énormément aujourd'hui, Muriel, de cette aventure qui continue depuis 10 ans et qui est extrêmement enrichissante au travers de toutes ces situations qu'on a vécues.
Et effectivement, j'avais fait cette thèse et en fait, j'avais expérimenté intuitivement la mémoire traumatique et le psychotrauma. Alors moi, je suis pas psychiatre comme Muriel, je suis médecin légiste, addictologue et médecin de santé publique. Et donc, effectivement, il y avait des trucs sur le plan psychiatrique que je maîtrisais pas complètement. Et j'avais mis dans cette thèse, s'il y a des psychiatres qui pouvait m'éclairer sur cet aspect. Donc en fait, c'est Muriel qui m'a éclairé sur l'aspect psychotrauma, mémoire traumatique, et qui a donné du sens à la décorporalisation sur cette question-là. Et du coup, on n'a pas arrêté de travailler ensemble. Et je suis restée au début en charge du dossier prostitution, on va dire, au sein de mémoire traumatique. Et puis après, ça s'est élargi sur d'autres thématiques parce qu'en fait, la prostitution, malheureusement, est un continuum de violence et concentre, on peut le dire, toutes les violences que peuvent rencontrer les victimes et dans le temps et à la fois en matière d'histoire de la personne. Surtout maintenant que le profil de la prostitution a changé en France, puisque quand moi j'ai commencé mes études de médecine et à travailler sur la question, j'avais 25 ans, donc ça fait 25 ans maintenant, c'était encore un autre tableau de situation prostitutionnelle. Donc c'était encore une majorité, on va dire, de femmes de souche, donc qui étaient d'extraction, on va dire, du territoire, et que maintenant 80% des femmes en situation de prostitution sur le sol français, c'est des femmes qui sont originaires d'autres pays. Donc, à la base, elles venaient surtout d'Europe de l'Est, hein, c'était les Européennes de l'Est, et puis après, il y a eu une vague de femmes d'origine africaine. Puis, on a eu les femmes d'origine chinoise, et à nouveau, c'est les femmes d'origine africaine, en majorité des Nigérianes. Donc, ces femmes, en plus des violences qu'elles peuvent vivre habituellement, entre guillemets, elles vivent, donc c'est-à-dire les antécédents de violences sexuelles pour la très grande majorité, comme pour toutes les femmes qui sont en situation de prostitution. Il y a aussi les violences qu'elles ont connues dans le pays d'origine, donc les excisions, les mariages forcés, les violences conjugales, et puis il y a toutes les violences qu'elles connaissent sur le parcours migratoire, et notamment la situation de prostitution, déjà avant d'arriver sur notre sol, qui leur sert en échange d'un déménagement, de nourriture, de vêtements, voire tout simplement de sécurité pour payer le passage. Voilà. Et donc, on a ce continuum de violence, et la prostitution, c'est vraiment, on va dire, l'acmé de ce que les victimes peuvent connaître en matière de violence. Toutes ces violences antérieures qui ont été vécues, hein, et notamment l'inceste, les situations de pédocriminalité, et puis les violences conjugales, tout ce qui peut leur arriver. Et quand vous écoutez une personne qui a vécu la prostitution, c'est vraiment des histoires terrifiantes, parce que toutes les violences qu'une victime peut connaître, les gens qui ont connu la prostitution, en fait, ils les ont vécues, ces violences. Voilà. Et qu'est-ce qui est extrêmement compliqué avec la prostitution, quel a été notre travail, la mémoire traumatique, le gros dossier dont on s'est occupé. Alors, je vais rapprocher. Ah oui, pardon, effectivement, oui, ça fait une différence. Oui, j'avais peur de cracher dedans, en fait. Pardon. Le gros travail, le gros dossier qu'on a eu, en fait, c'est ce travail sur la loi du 13 avril 2016, que vous connaissez pas, peut-être pas tous sous cette dénomination, mais une autre dénomination qui est loi dite de pénalisation du client. C'est un petit peu caricatural, parce qu'en fait cette loi, elle n'est pas qu'une loi répressive, c'est une loi qui a 4 volets, donc un volet éducatif, un volet préventif, un volet de réinsertion, et effectivement un volet de pénalisation. Mais tous les volets de cette loi sont extrêmement importants, puisque il y a le volet éducationnel, le volet préventif au niveau bien sûr des enfants, des adolescents, le volet de réinsertion qui normalement
finalement, l'État l'avait promis, on aurait dû avoir, bien sûr, comme d'habitude, des subventions à hauteur d'une certaine quantité de millions pour pouvoir travailler de façon suffisante sur la réinsertion des personnes en situation de prostitution. Et bien sûr, l'État s'est désengagé par la suite sur les subventions qu'il s'était engagé à donner pour la réinsertion des personnes. Il y a cet aspect pénalisation. Et pourquoi la pénalisation des clients acheteurs de services sexuels est aussi importante? C'est que dans cette problématique du système prostitutionnel, s'il n'y a pas de demande, il n'y aura pas d'offre. Donc, pourquoi s'escrimer à travailler sur la réinsertion des personnes en situation de prostitution si on continue à ne pas agir sur la demande? Ça n'a strictement aucun sens. Par ailleurs, si ces personnes sont des victimes de violences, et qu'à côté de ça, on ne sanctionne pas les auteurs de ces violences, ça n'a strictement aucun sens. Symboliquement, si vous pénalisez pas les auteurs de violences sexuelles, si vous dites aux victimes qu'elles sont victimes de violences sexuelles, mais que vous pénalisez pas, vous sanctionnez pas l'auteur des violences sexuelles, symboliquement, dans la tête des victimes, ça n'a strictement aucun sens. Donc c'est pour ça qu'on s'est acharné à lutter depuis plus de 25 ans et pas quelques années comme je l'ai entendu dans la bouche de certains. J'ai entendu des personnes dire oui, ça fait quelques années qu'on a travaillé à cette loi. Non, ça fait depuis 25 ans qu'on travaille sur cette loi. Au départ, on nous a dit qu'on était fous, que ça passerait jamais en France, parce que ça avait pu passer en Suède, parce qu'en Suède, on était dans une autre société où l'égalité femmes-hommes, elle était déjà acquise, et qu'en France, on était loin d'avoir acquis l'égalité femmes-hommes, et qu'une loi de pénalisation du client de la prostitution, elle ne passerait jamais. Eh bien, on y est arrivé, et donc, en avril 2016, cette loi, elle a été votée, et donc, on a cette loi à 4 volets, dont la pénalisation de l'acheteur de services sexuels ou de l'acheteur de viol tarifé, comme nous, on préfère l'appeler. Donc, elle est très, très violemment critiquée, encore, cette loi. Ça fait que 3 ans qu'elle existe, donc il faut le temps de la mettre en place. Il faut le temps d'expliquer aux gens comment elle se concrétise. Il faut le temps d'obtenir les subventions. Il faut le temps de mettre en place les commissions départementales. Il y a des départements où les différentes instances sont très favorables, des départements où les instances, le préfet, le conseil de l'ordre, etc., sont beaucoup moins favorables, donc c'est très compliqué à mettre en place. Et bien sûr, les pro-prostitution, les pro-travail du sexe sont derrière nous à critiquer le travail qui est fait et à essayer de saper à la base tout ce qui est fait pour pouvoir promulguer cette loi. La deuxième problématique, c'est bien sûr les pro-travail du sexe. Eux, derrière, ils sont largement financés par l'industrie du sexe. Et c'est la problématique avec la prostitution, c'est que les violences conjugales ou le viol, derrière, il n'y a pas une industrie de plusieurs centaines de milliards d'euros qui est là pour saper le travail que nous, on est en train de faire. Alors qu'avec la prostitution, il y a toute l'industrie du sexe qui n'a pas envie de perdre son gagne-pain, qui finance un lobbying très important, qui est en train de promulguer tout un discours qui est très attractif aux yeux du public, parce que le public n'a pas envie d'entendre le discours des survivantes de la prostitution, qui explique qu'effectivement la prostitution, c'est la plus grande des violences. Et donc, nous, quand on essaye de soutenir les survivantes de la prostitution qui viennent pour témoigner à quel point la prostitution, c'est une violence, les gens n'ont pas envie du tout d'entendre ce discours-là. Ils ont envie d'entendre le discours des gens du Stras et autres qui disent que la prostitution c'est génial, qu'ils ont choisi la prostitution, que c'est un travail merveilleux, que la prostitution c'est choisi, etc. Et que celles qui le vivent comme une violence, eh ben, si elles sont dégoûtées de la prostitution, elles n'ont qu'à faire autre chose et elles n'ont pas emmerdé le monde. Voilà. Et donc, ça a été très, très compliqué d'arriver à faire voter cette loi, mais on y est arrivé finalement, après un travail acharné. Elle a été remise en question au mois de décembre 2018 par les pro-travail du sexe qui ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité
au Conseil constitutionnel, en disant que cette loi entravait la liberté d'entreprendre. Voilà. Des personnes qui voulaient se prostituer. Et on a été absolument effarés de voir qu'aux côtés de quelques prostituées et du STRAS se rangeaient Médecins du Monde et le planning familial. Voilà. Médecins du Monde qui défendaient la libre entreprise. Voilà. Alors je vous le dis personnellement en tant que médecin, moi ça m'a halluciné que des médecins défendent ce principe capitaliste, même ultra-capitaliste, au détriment des droits des patients. Et le planning familial aussi, enfin c'était un truc de dingue. Et là encore, on a eu très très chaud, parce qu'on s'est vraiment senti très mal, et on a eu très 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 peur que le Conseil constitutionnel déclare effectivement cette loi anticonstitutionnelle et qu'on soit obligé de repartir avec tout le travail à zéro. Voilà. Donc, Mémoire traumatique et victimologie, c'est bien sûr rangé avec d'autres associations féministes et qui défendent les droits des victimes. On a eu un avocat extraordinaire qui a fait un travail extraordinaire. Et finalement, on a gagné. Le Conseil constitutionnel n'a pas accordé gain de cause à ces personnes. Et donc, la loi n'a pas été déclarée anticonstitutionnelle et ça n'est pas passé. Mais... Mais on sait qu'on n'a gagné qu'un petit répit, qu'ils vont revenir à l'attaque. Et notamment, Médecins du Monde a dit qu'ils allaient attaquer plus haut et qu'ils allaient s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme pour réattaquer cette loi. Voilà. Donc, on se prépare de nouveau à un nouveau combat, un nouvel affrontement. Et voilà. Le combat n'est pas terminé, mais on ne baissera pas les bras, on continuera. Mémoire traumatique et victimologie continuera à ne pas céder de terrain sur ce combat-là. Puisque la prostitution doit faire face à un déni social absolument énorme qui concerne à la fois tous les enfants victimes d'inceste et de pédocriminalité et toutes les victimes de la prostitution, et que ces deux systèmes sont reliés par un lien extrêmement fort, puisque tous les enfants victimes de violences qui n'ont pas pu être pris en charge, une très grande majorité va être recyclée dans ce système prostitutionnel. Bon, heureusement, ils ne finissent pas tous dedans, mais on sait que toutes les victimes du système prostitutionnel, en très grande majorité, ont été des enfants qui ont été victimes de violences sexuelles et qui n'ont pas été pris en charge. Et donc, le déni de la société par rapport à ces deux systèmes absolument énorme. Et donc, on continuera à se battre sur cette question-là de toutes nos forces, mais ce n'est pas fini. Je pense que je vais peut-être passer la parole à Sorna. Je vais juste rebondir 2 secondes. Oui, donc je voulais vraiment remercier Judith et vraiment l'efficacité de tous les réseaux là qui se sont mobilisés contre cette question prioritaire de constitutionnalité. Vous vous rappelez aussi qu'on a eu comme ça une question prioritaire de constitutionnalité par rapport à l'abolition des châtiments corporels, qui a quand même eu gain de cause dans un premier temps, et que de nouveau on a une loi on a gagné à nouveau et on a obtenu cette loi. Par rapport à tous ces lobbying, il faut voir aussi qu'il ne faut pas oublier la pédocriminalité, les réseaux et la pédopornographie, avec aussi à la clé énormément d'intérêt. Et au niveau financier aussi, un lobbying puissant. Donc on est confronté à ces lobbying, avec nous en face des tout petits budgets ridicules pour pouvoir lutter contre ces lobbying. Donc on a beaucoup à faire. Et derrière tout ça aussi, parce que l'âge moyen d'entrée en situation prostitutionnelle, c'est 14 ans. On sait que, par exemple, dans la dernière enquête qu'on a faite, qu'on va vous présenter cet après-midi, c'est, par exemple, pour les victimes de viol dans l'enfance, c'est 8% qui se retrouvent en situation prostitutionnelle, de filles, mais c'est 17% de garçons.
Ça a été aussi impressionnant avec la prostitution homosexuelle. Donc c'est toutes ces données qu'il faut prendre en compte et qui vraiment aussi montrent l'impact gravissime en termes de précarité, de situation de marginalisation et le fait de subir violence sur violence sur violence. Alors je vais passer maintenant justement par rapport aux enfants, tout le travail qu'on a pu faire aussi avec Sorna. Je te passe la parole, Sorna. Oui, je voulais juste dire aussi un mot des débuts de mémoire traumatique et de ma rencontre avec Muriel. À l'époque, je travaillais déjà sur le psychotraumatisme, mais je ne travaillais, je dirais, que, entre guillemets, avec les textes de Ferenczi, précieux psychanalyste de l'époque de Freud, qui, lui, n'avait jamais lâché la question du traumatisme sexuel et qui, d'une certaine façon, avait, avec Janet, quand même, tout compris. Sauf que quand on est devant des psychanalystes, comment est-ce que je vais les appeler, orthodoxes, en plus n'étant pas psychanalyste moi-même, enfin bon, et qu'on vient avec notre Ferenczi qui a été blacklisté pendant toute une période de l'histoire de la psychologie en France, on vous regarde de très haut et on trouve que vous croyez les enfants alors que tout ça c'est du fantasme et que franchement vous confondez tout. Ça c'est une psychologue de l'aide sociale à l'enfance qui m'avait dit ça un jour parce que je confondais je prenais du fantasme pour du réel et que voilà, je pensais que les enfants qui avaient fait des révélations devaient être protégés. Et donc, quand j'ai rencontré Muriel dans un colloque et qu'elle a présenté son modèle basé sur les avancées des neurosciences que je ne connaissais pas du tout, je n'étais pas du tout informée à ce moment-là de toutes ces avancées-là, je me dis waouh, ça, là, c'est qu'on a quelque chose qui va être un peu plus difficile de nous opposer, que nous sommes dans des projections, nous sommes dans des fantasmes, nous sommes dans je ne sais pas quoi, quand on s'inquiète de ce que vivent des enfants, et en particulier les violences sexuelles. Voilà, je tenais à dire ça, et du coup aussi toute ma reconnaissance à Muriel, parce que je me suis sentie beaucoup plus solide, et puis tout ce qu'elle m'apporte dans notre travail depuis la création de mémoire traumatique, je pense, m'a bénéficié personnellement et professionnellement, et a du coup bénéficié à mes patients. Et donc pour la question des enfants, il y a quelques années, j'ai été brièvement conseillère municipale, et on a essayé de mettre en place beaucoup de choses pour justement que la mairie agisse sur au moins l'information et la mobilisation par rapport aux violences et à leurs conséquences. Donc on a fait toute une série de journées d'information plutôt à destination des professionnels. On essayait justement Muriel a parlé de pluridisciplinarité tout à l'heure, donc de réunir des travailleurs sociaux, les policiers, les magistrats, si on y arrivait, enfin, etc., pour traiter des thèmes concernant les violences. Et Muriel est intervenue plusieurs fois. Et le maire, qui par ailleurs n'était pas toujours le meilleur des maires, mais en tout cas, le maire a eu l'idée que nous, en tant que mairie, éditions les plaquettes, les fameuses plaquettes mémoire traumatique. Je crois que je peux dire fameuses plaquettes. Et j'insiste dessus un peu aussi dans l'intérêt de Jean-Pierre, parce que je sais qu'on lui demande tout le temps beaucoup de plaquettes, alors qu'avec sa générosité cohérente et sans limite, Muriel donne tous les contenus. Donc la mairie de Sens, à l'époque, a édité sur ses fonds propres des plaquettes locales, avec le mérite que du coup les numéros sont les numéros locaux.
Donc ceux d'entre vous qui ont, pourquoi pas, la possibilité de porter ce genre de projet, c'est pas mal non plus. Et donc le maire a aussi eu l'idée, m'a suggéré de faire une version de la plaquette pour les ados, pour les jeunes. Et donc, bon, ça c'est la version de la mairie qui est beaucoup moins jolie que celle de Mémoire traumatique, mais bon, elle existe toujours d'ailleurs. On a bien changé de comment on appelle ça, oui, de municipalité, de majorité. Mais les plaquettes sont toujours diffusées dans la commune. Et à la suite de ça, donc, alors par contre, j'ai oublié la personne qui a fait les illustrations pour la plaquette Mémoire traumatique. On en a aussi édité au niveau de l'association et qui sont du coup diffusées partout. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ces plaquettes et connaissent comme elles sont aidantes, comme elles sont pillées dans les salles d'attente, que ce soit celle pour adultes ou pour adolescents. Ensuite, Muriel en a réalisé aussi une un peu plus pour les, on va dire, jeunes adultes, celle qui est marron. Et puis, il y a celle du milieu. Ça, c'est pour 93, les jeunes filles du 93. Les femmes du 93. Voilà. Après, bon, je ne sais pas si tu attendais que je dise d'autres choses maintenant, mais sinon, pour les enfants, je voulais quand même ajouter une chose. On parlait des lobbies. La grosse difficulté qu'on a, c'est que pour les enfants, il n'y a aucun lobby. Les enfants n'ont pas le droit de vote. Il y a des associations, mais les associations, évidemment, elles sont toujours portées par des adultes. Et puis que je pense qu'il y a encore une autre difficulté, c'est que par rapport au déni dont parlait Muriel, c'est que, heureusement, si j'ose dire, nous ne sommes pas tous ou toutes des femmes victimes de violences conjugales, par exemple. Par contre, nous avons tous été des enfants. Et je pense aujourd'hui qu'il est impossible dans notre monde pour un enfant d'arriver à l'âge adulte sans avoir rencontré au moins une forme de violence. Et que la question est qu'est-ce qu'on est capable de faire de cette forme de violence qu'on a rencontrée dans notre enfance. Et je pense que chaque fois, on a affaire à la fois à un phénomène de société, à un phénomène de, j'ai envie de dire presque de culture, de représentation, mais on a aussi affaire à ce qui se passe dans la personne qui est en train de diffuser cette culture du viol ou ces représentations sexistes ou ces représentations que je dirais de logique de domination, quand il s'agit par exemple de violence entre un homme adulte et un garçon, ou une femme adulte et un garçon, mais où c'est la logique de domination avant tout qui est à l'œuvre. C'est aussi la question où en est cette personne avec sa propre histoire de violence. Voilà. Et on est tout le temps confronté à ça. Et évidemment, moins la personne va être capable de l'affronter, plus elle va être le héros fanatique de la culture du viol et de la domination. Merci beaucoup, Sorna. Alors, je voulais rebondir sur les plaquettes. La première plaquette qui date de 2008-2009, celle-ci, pour les adultes, elle avait été, juste pour la petite histoire, elle a été faite lors d'une première étude qu'on avait faite auprès des victimes sur les violences qu'elles subissaient, où on leur demandait ce qu'elles attendaient qu'on fasse pour elles. Et dans ces attentes, il y avait le fait d'être informées et d'avoir justement des plaquettes. Donc c'est avec elles qu'on avait conçu cette plaquette très précise. Et c'est vraiment à leur demande qu'il y avait vraiment des éléments même scientifiques à l'intérieur. Et elle a eu beaucoup de succès. Et attendez, je crois que j'ai dû noter. Non, je ne sais plus. C'est pas Jean-Pierre n'a pas mis le bon. Mais en tout cas, on en est à 200 000 exemplaires. Enfin, je veux dire, elle a été énormément diffusée. Voilà.
Et je voulais juste voilà, dire qu'après, mince, ah bah oui, non, il n'a pas ouvert, mince, il n'a pas ouvert la bonne. Non, décidément, on n'a pas de chance. C'est pas le, ça doit être l'ancien, parce que c'est pas celle que j'ai finie hier. Du coup, vraiment, c'est pas facile avec un téléphone. Oui, je voulais reparler aussi de nos campagnes, parce que du coup, là, qu'on a faite avec Laure, avec la première campagne Stop au déni, où on a diffusé, je ne sais pas si vous l'avez vu, une petite vidéo, et pourtant c'était un viol. Qui en fait a eu pas mal d'impact avec une équipe qui l'a montée et qui en fait oui, ça doit être celui-là, oui. Non, c'est pas ça. Ben non, mais parce que je l'ai pas vu. Non, c'est normalement j'ai mis. Ben, c'est pas la bonne qui est dessus. Bon, ben, c'est pas grave. Oui, donc, et cette je sais pas, non, parce que tu vois, ça, normalement, il n'y en avait pas hier dans celle-là. Enfin bon, on va essayer de vous repasser ensuite. En tout cas, juste, je voulais dire que cette petite vidéo, si vous la regardez à nouveau aujourd'hui, où on voit une jeune femme qui a été violée et qui est confrontée à toutes les phrases assassines, justement, qu'on va lui dire, et qui finit par dire... défaite, en quelque sorte, elle finit par dire qu'elle ne sait plus si elle a été violée. C'est-à-dire qu'ils arrivent à la faire douter. Et je ne sais pas si vous avez vu la série américaine, incroyable, avec les 8 épisodes qui peuvent être vus sur Netflix, où c'est exactement ça, et c'est une histoire vraie qui est racontée, et où effectivement, moi j'ai eu des jeunes patientes qui sont même retrouvées en garde à vue parce qu'elles avaient porté plainte pour viol, pour dénonciation calomnieuse ou dénonciation mensongère de crimes imaginaires. Alors, à quel point ça se retourne. Donc ça, c'était notre première grande campagne Stop au déni. Ensuite, on a eu vraiment la campagne de 2015 autour de l'impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte, avec un remarquable film. Catherine Zavlav doit être ici, je ne sais pas où elle est. Là, je la remercie, qui a fait un très beau film de témoignages où elle a eu l'idée de demander à des personnes de lire des témoignages. Et la plupart du temps, par exemple, ce sont des hommes qui lisent des témoignages de femmes, des femmes qui lisent des témoignages. Enfin, c'est extrêmement fort. Et on a le teaser que j'espère qu'on arrivera à vous passer. Et il y a combien de témoignages, Catherine ? 19. Voilà, 1h30 de documentaire. Et si vous allez sur notre blog Stop au déni, vous pouvez regarder tout. Et puis sinon, c'est sur Dailymotion. Il y a la chaîne qui s'appelle Stop au déni, les sans voix, que je vous recommande. Donc on a eu ce rapport de l'impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte. Et puis ensuite, on a eu d'autres campagnes qui ont concerné les violences faites aux enfants, les campagnes pour abolir les châtiments corporels, des campagnes pour l'imprescriptibilité. Autour de la commission sur la prescription, on va en parler cet après-midi. On a eu aussi une campagne sur de la lutte contre l'impunité, qui a été présentée d'ailleurs auprès du secrétariat d'État avec Marlène Schiappa, qui a été avec des demandes très précises, dont le seuil d'âge, le fameux seuil d'âge, on va en parler pendant ces 2 jours, qu'on n'a pas obtenu.
et que l'on veut absolument obtenir, parce que c'est absolument impossible qu'on utilise une définition telle que celle du viol, d'une pénétration, de toute forme de pénétration sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, et qu'on puisse l'utiliser pour des enfants très jeunes, alors que, bien entendu, que c'est une violence en soi, qu'il n'y a pas besoin de prouver la violence, que c'est une surprise en soi, il n'y a pas besoin de prouver la surprise, que c'est une contrainte en soi. C'est absolument, on n'a pas besoin de prouver ces éléments-là parce qu'ils sont constitutifs de ce qui se produit. Donc on avait demandé un seuil irréfragable en dessous de 15 ans et en dessous de 18 ans en situation d'inceste ou en situation de handicap. Alors, je vous rappelle que les personnes en situation de handicap sont 4 fois plus victimes de violences sexuelles. Quand elles ont un handicap mental, c'est 6 fois plus. Les personnes autistes, les femmes autistes, on a les chiffres, Marie Rabatel nous en parlera, elles sont 88% à avoir subi des violences sexuelles. Et que toutes ces personnes-là, bien entendu, là aussi, la contrainte est de fait, la violence est de fait, la surprise est de fait. Donc, on espère un crime spécifique, donc ça, on en reparlera. Et on sait que vraiment on est dans une situation très inquiétante puisque malgré la loi Chapa et comme on l'avait dit qu'elle ne suffisait pas, qu'elle ne protégerait pas les enfants, on a plein de décisions, ça on en parlera cet après-midi, qui montrent que bien entendu c'est encore déqualifié en atteinte sexuelle ou avec des acquittements, voire même une petite fille de 4 ans où ça a été considéré comme une atteinte sexuelle, une agression sexuelle de la part de son père à 4 ans. Donc, comme si la contrainte n'était pas là, la violence n'était pas là. Voilà. Donc là, il y a vraiment énormément de travail. Et du coup, aussi, des campagnes sur la représentation des violences sexuelles auprès des Français qui ont fait beaucoup de bruit. Et qui sont devenus des sortes de références pour dénoncer la culture du viol. On va vous les présenter cet après-midi. Et puis, cette dernière étude que j'ai présentée lundi à la mairie du 2e. Donc, là aussi, je remercie la mairie du 2e de m'avoir permis de faire cette conférence de presse sur les violences sexuelles avec l'enquête auprès des victimes, dont l'intérêt, on va le voir cet après-midi, était d'élargir un petit peu le panel, parce que sinon, notre première enquête, c'était par l'intermédiaire des réseaux. Beaucoup de gens avaient répondu, 1214 personnes, ce qui était énorme, avec beaucoup de questions. Mais c'est vrai que c'était des personnes qui étaient plutôt en lien avec des réseaux. Donc on n'avait pas eu beaucoup de réponses d'hommes. Là, on en a eu bien plus. Donc ça correspond plus à, vous savez, une fille sur 5, un garçon sur 13 qui subit des violences sexuelles. Et du coup, avec des chiffres toujours aussi alarmants et plein d'éléments qui devraient être entendus par les politiques publiques et qui devraient faire scandale. Enfin, dernière chose du scandale absolu, et sur là où il faut que vraiment les choses bougent, vous savez que par rapport à l'impunité, c'est vraiment un élément central de reproduction des violences, de continuation des violences. Par rapport à cette impunité, depuis 10 ans, il y a 40% de condamnations pour viol en moins. Ça, on l'a appris en septembre 2018 par l'intermédiaire de l'Infostat Justice, c'est les chiffres officiels du ministère de la Justice, et ça n'a pas fait le scandale que ça aurait dû faire. Bon, je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler, peut-être parce que vous êtes quand même vous êtes vraiment très engagés et branchés là-dessus. Mais je veux dire que dans l'ensemble, ça n'a pas fait de bruit. Or, c'est énorme. Je veux dire, comment on peut vivre dans une société où on sait qu'il y a de moins en moins de condamnations pour viol, alors qu'il y a de plus en plus, on a de plus en plus on a de plus en plus de viols, de plaintes pour viol. Et il y a vraiment une volonté, en quelque sorte,
d'empêcher les personnes de demander justice en quelque sorte. Et c'est là-dessus qu'il va falloir agir. Donc on a encore beaucoup de combats. Je vais finir là-dessus, puis on va faire une pause, et comme ça on entendra ensuite Adélaïde. On a beaucoup de combats à mener. On forme beaucoup. Vous savez que je forme l'ENM maintenant depuis plusieurs années, depuis 2013. En continu, je le forme en initial depuis 2016. On forme la PJJ, on forme les travailleurs sociaux, on forme les professionnels du secteur médico-social, on forme des médecins, on forme des infirmières, on forme mais je veux dire, il faudrait que les formations soient systématiques déjà, ça on ne l'a pas obtenu, et il est absolument indispensable qu'il y ait une politique publique très claire de lutte contre ces violences, avec des budgets à la clé qui vont avec. Donc ça, on espère qu'on va réussir à mobiliser tout le monde. Et voilà. Donc je vais vous laisser faire une pause. Vous avez une librairie à votre disposition. Vous avez l'exposition. Oui, parce que mais ça, on en reparlera de tous nos partenariats. Vous avez une exposition aussi résonante de Diata que vous pouvez regarder, qui a été conçue avec aussi mes travaux. Donc je vous remercie beaucoup.